Maintenant, Yves Quinossian, directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes à Nice. Tu as besoin du... J'ai besoin de ça. Comment ça marche? Le lecteur est là. Il y a trop d'accès. C'est piégé. Ok. Elle est là? Non? Merci. All'inizio devo dire, la gente deve scusarmi perché posso solamente dire 2 o 3 parole in italiano e non è sufficiente. Mais le français, c'est une langue officielle du royaume, donc pas de problème. Je sais, mais ce n'est pas courtois. À mon tour, je veux remercier l'Archivio di Stato, la directrice Marco Carassi, les équipes de l'Archivio di Stato, ainsi que Madame la Présidente des Amis des Archives de l'Archivio di Stato, pour l'importance de ce colloque, d'une part, et pour leur générosité dans leur invitation, à la fois pour les Savoyards et d'autre part pour le petit niçois que je suis aujourd'hui. Sur cette diapositive, vous avez une borne frontière que l'on trouve aujourd'hui un peu au nord de la petite commune d'Isola et qui manifeste avec le F de la France et le millésime 1947 le fait que la frontière a été reportée à la suite du traité de 10 février 1947 sur la ligne de Crète et qui engage des éléments sur lesquels je vais revenir et en lien avec les archives. J'avais promis à Marco Carassi de respecter un titre qu'il avait généreusement proposé initialement, mais comme toute personne mal organisée ou peu organisée, je ne tiendrai pas ma promesse. Et donc, je vais, si vous le voulez bien, aborder la question des relations à travers les archives entre Turin et Nice sous 2 volets. À la fois un volet géopolitique et un volet archivistique. Pour ce qui relève du volet géopolitique, je me permets de rappeler, mais ceci a été dit assurément hier, que le traité de paix du 10 février 1947 est un traité multilatéral qui en réalité engage de manière importante l'Italie et la France, mais pas exclusivement. Et d'autre part, la question archivistique est elle-même, au fond, une question assez résiduelle par rapport à l'enjeu qui est celui, plus largement, en réalité, du début de la guerre froide en Europe. Les questions prégnantes du statut, en particulier de Trieste, et de son caractère international, à la limite, avec la Yougoslavie, la question de la Libye pour l'Italie, et au fond, la question de Tende, la brigue, sur laquelle je vais revenir avec les enjeux archivistiques, ainsi que le respect de l'article 7, qui est indiqué et qui a été rappelé hier, c'est une question qui peut sembler, au fond, un peu mineure. J'espère ne blesser personne en le rappelant. Je reviendrai également sur la question géopolitique, sur le caractère très atypique de l'actuel département des Alpes-Maritimes, puisque le comté de Nice n'en est qu'une partie en réalité, alors qu'il y a une belle homogénéité, comme cela a été rappelé il y a un instant par Jean Luquet, entre la Savoie, la Haute-Savoie et Turin. Nice est loin et le comté de Nice n'est qu'une partie du département des Alpes-Maritimes où j'exerce aujourd'hui. Et puis, sur le volet archivistique, eh bien, je reviendrai, même si ça a été présenté de manière très, très claire dans sa complexité par mes
mes prédécesseurs et à l'Archivio di Stato sur les vicissitudes des transferts d'archives, des classements et surtout la différence d'échelle, car je vais y revenir dans un instant. Nice, qui est la plus belle ville du monde, n'a jamais été une capitale princière, le sera peut-être un jour, nous verrons si l'avenir le permet. Et en l'occurrence, ceci a une traduction très concrète sur la conservation des archives de niveau princier ou de niveau national que l'on ne rencontre pas, ou sauf de manière accidentelle à Nice et dans les Alpes-Maritimes. 3 temps, si vous le voulez bien, pour aborder cette question-là, 1388-1860. C'est ce que j'ai voulu appeler un lien presque indissoluble entre Nice et Turin, par le truchement de Chambéry. La période 1860-1947-1955, où là il y a un lien que je qualifierais d'abord indissolublement archivistique entre Nice et Turin, et puis la période qui mène jusqu'à maintenant, de 1955 jusqu'à 2017, qui est une période essentiellement de relations bilatérales au regard des archives et de travail de classement qui se fait dans les services d'archives départementales et pas seulement pour les documents qui ont été rétrocédés. Je veux simplement, pour illustrer le propos que je donnais par rapport au traité de paix du 10 février 1947, rappeler son caractère multilatéral et revenir donc à quelques réalités sur le début de la guerre froide. Sur la même page de signature pour la France que l'on voit en bas, à droite, ce document est le traité lui-même, 511 pages, traité multilatéral. La France signe sur la même page que la Chine. Nous sommes donc très loin de la question de la frontière, d'une part entre la France et l'Italie, et des enjeux archivistiques qui en découlent. Le deuxième volet géopolitique que je voulais aborder, et dont vous avez une illustration ici, c'est la complexité du territoire de l'actuel département des Alpes-Maritimes. C'est celui qui est en couleur au centre de l'image. Sur la partie gauche, qui est la partie occidentale, intitulée France, c'est toujours le département des Alpes-Maritimes. C'est ce qui aujourd'hui est l'arrondissement de Grasse, qui comporte des villes qui ont une certaine notoriété, comme Cannes, Antibes ou Grasse. Eh bien, c'est le département des Alpes-Maritimes. Cette image permet simplement de voir, d'une part, les échanges qui ont eu lieu en 1760 à la frontière. Ce sont les zones bleues et violettes, qui permettent de rationaliser la frontière à partir du principe du fleuve Var. D'autre part, en partie jaune, le comté de Nice, qui va être cédé, annexé, en 1860 par le traité de Turin du 24 mars 1860. Et sur la partie verte, eh bien, c'est le dernier mouvement connu à ce jour de la valse, qui permet de situer, d'une part, la ligne de crête et le Mercantour, et d'autre part, les communes de Tende et la Brigue, qui font l'objet, entre autres, du traité de paix que nous évoquions. Pour ce qui relève du lien presque indissoluble entre Nice et Turin, on peut parler d'un compagnonnage quasiment d'un demi-millénaire, 472 ans très exactement, si on s'étend de 1388 à 1860. 1388, c'est ce que l'historiographie a consacré à travers la dédition de Nice à la Savoie. D'édition, Jean Luquet a rappelé les travaux de Laurent Ripart, d'édition qui doit être sans doute un petit peu modérée. Nice, dans la succession de la reine Jeanne Ier, ne s'est pas complètement donnée en réalité au comte de Savoie. Elle s'est soumise au comte de Savoie pour trouver une stabilité militaire, une stabilité politique, mais sans pour autant qu'il y ait une traduction concernant les documents conservés à Nice ou, à ce moment-là, à Turin. Le vrai moment clé, et je remercie nos collègues de l'Archivio di Stato d'avoir présenté ce schéma très complexe du transfert des documents, le vrai moment clé, en réalité, pour Nice est 1419, lorsque Amédée VIII, duc de Savoie, récupère les droits du comté de Nice de manière officielle par Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou. Et c'est ce qui permet
entre autres, dans les archives qui ont été restituées après 1947, nous sommes là dans les archives de cours, qui étaient donc conservées à l'Archivio di Stato, d'avoir des documents qui, en l'occurrence, relèvent de la période antérieure à 1388, la fameuse dédition. Nous sommes là dans un document de 1256, qui est un arbitrage rendu par Louis IX, roi de France, entre sa belle-mère, la comtesse de Provence, et son frère Charles d'Anjou. Il s'agit des revenus du comté de Provence. Nous sommes en réalité, du coup, très loin des enjeux qui relèvent territorialement, à proprement parler, de Nice et d'autre part de Turin, sinon que ces documents-là ont été cédés en 1419 à Turin et ont été restitués, rétrocédés en 1947 à la France et conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes. Mais la réalité des institutions territoriales, c'est en fait ce qui est conservé aujourd'hui aux archives départementales des Alpes-Maritimes. Et du coup, on peut considérer qu'il n'y a eu qu'une période de quart d'heure de gloire pour Nice. C'est la période qui a été rappelée dans le schéma de tout à l'heure, 1536-1591, où, fuyant l'invasion française, Charles III amène avec lui à Nice des documents, pas tous les documents, mais des documents princiers qui vont y être conservés provisoirement pendant à peu près 50 ans. Et en 1591, ces documents vont regagner Turin. C'est le seul moment en réalité, avant 1947, où des documents princiers de l'État central, c'est la fameuse question d'échelle que j'évoquais, seront conservés à Nice. Les autres documents portent sur des institutions territoriales. L'intendance générale de Nice, créée en 1689, et qui, à l'invasion française de septembre 1792, a été transférée à Tende pendant 2 années. Le Sénat de Nice, aussi, créé en 1614. La préfecture de Nice, qui est une juridiction qui domine les juridictions subalternes, seigneuriales en particulier, créée sans doute au XIIIe siècle, et qui est confirmée par la dédition de 1388. Le consulat de commerce et de mer, créé en 1626, avec un premier consulat dont on ne garde pas les archives, créé en 1448. À partir de la restauration sarde de 1814, eh bien, les mêmes institutions vont être renouvelées avec une nuance particulière qui porte sur les mandements intra- et extramuros, juridiction de Nice. Ici, et je m'en excuse, le document n'a pas été correctement enregistré dans mon PowerPoint. Je voulais vous convaincre qu'à Nice, il y avait aussi en marge des documents de l'État central ou souverain à l'Archivio di Stato, il y avait aussi des documents qui étaient conservés dans un service territorial, archives départementales des Alpes-Maritimes, mais qui concernaient la souveraineté. Et en l'occurrence, il s'agit des archives du consulat de France à Nice avant 1860. Et le document que vous ne verrez pas présentait par un petit schéma la fuite de militaires sardes qui fuyaient la conscription et qui traversent le pont du Var, qui sont pourchassés par les militaires sardes et qui trouvent refuge en France, à cette nuance près qu'ils ont été pourchassés. Et on leur a tiré dessus, et une balle a atteint la guérite dans laquelle se trouvait le douanier français et le poste de police. Et donc il y a un incident de frontière qui a lieu à ce moment-là. Donc il y a quelques documents qui existent en 1860 à Nice, aux archives départementales, et qui relèvent de la souveraineté nationale. Ces documents devraient être aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Paris. Ils ne le sont pas. Et ils sont restés à Nice, où ils sont conservés aujourd'hui. Entre 1860 et 1947 et 1955, il y a ce que j'appelle un lien indissolublement, cette fois-ci archivistique, entre Nice et Turin. D'une part, et soyons pudiques, abordons l'omission de 1860, traité du 24 août et surtout la convention du 23 août 1860, du 24 mars, pardon, la convention du 23 août 1860, avec son article 10, qui dispose que
Les archives contenant les titres de propriété, les documents administratifs, religieux et de justice civile relatifs à la Savoie et à l'arrondissement de Nice, qui peuvent se trouver entre les mains du gouvernement sarde, seront remis au gouvernement français. Cet article n'a pas été exécuté, ce qui a suscité les revendications des conseils généraux de Haute-Savoie, de Savoie et des Alpes-Maritimes. Pour ce qui relève des Alpes-Maritimes, en 1865, le Conseil général saisit le ministre de l'Intérieur pour demander l'exécution de cet article et revendiquer les documents conservés à Turin, et tout particulièrement la série Città e Contado di Nizza, pour l'avoir gagné Nice. En 1867, n'ayant pas obtenu gain de cause auprès du ministre de l'Intérieur, le Conseil général des Alpes-Maritimes saisit le ministre des Affaires étrangères français, lequel garde le silence, un silence un peu gêné. Doit-on, ne doit-on pas appliquer cet article-là? Et l'administration préfectorale en conclut en 1871, donc les revendications scripturairement ont lieu pendant 10 ans. En 1871, l'administration préfectorale des Alpes-Maritimes en conclut que, bien que ce vœu plusieurs fois renouvelé ait été régulièrement adressé au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, aucune réponse n'a encore été faite. Aucune réponse qui amène à l'échange de ratification du traité de cession de la Savoie et de Nice, qui amène à engager un pèlerinage de manière récurrente des archivistes de Savoie, de Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes à Turin pour examiner les sources complémentaires, et en particulier pour les Alpes-Maritimes, comme je l'indiquais, la série Città e Contado di Nizza, pour en connaître le contenu et ainsi faire savoir l'existence de sources qui intéressent en particulier les érudits locaux. Ces déplacements sont connus, bien connus, car ils engagent des frais. C'est aussi simple que cela. Et donc, il y a des autorisations à obtenir de la part des conseils généraux pour rembourser les frais des archivistes français qui se déplacent à Turin pour inventorier les sources qui intéressent ou intéresseraient les chercheurs. Ainsi, en 1923, Robert Latouche, archiviste des Alpes-Maritimes, a-t-il de grandes difficultés à se faire rembourser les 600 francs qu'il a engagés pour venir travailler quelques jours à Turin. Ceci étant, les reproches qui lui sont faits, c'est que son travail scientifique est sans doute irréprochable, mais le séjour à Turin est aussi très agréable, que l'on peut y rencontrer ses collègues de manière amicale. On a d'ailleurs produit de la musique, des années de pèlerinage. Assurément. Continuons et reprenons cette bonne tradition. Et que d'autre part, le reproche est fait que l'on peut sans doute profiter de ce séjour à Turin pour déguster des mets et des vins piémontais qui ont sans doute beaucoup de valeur, mais qui s'éloignent de l'intérêt archivistique et surtout de la dépense publique d'un déplacement à Turin. Ce travail connaît son épilogue, Jean Luquet l'a rappelé, avec le travail de sources complémentaires monumentales présenté ici d'Alain Bottaro, conservateur du patrimoine aux archives monumentales des Alpes-Maritimes, qui porte et qui ne porte en réalité que sur la période d'Ancien Régime, donc antérieure à 1792, mais qui est un monument, 550 pages, pour les personnes insomniaques, prenez votre temps, il y a de quoi lire et découvrir, mais vous avez un travail exhaustif d'un grand intérêt et pour lequel je voudrais remercier nos collègues de l'Archivio di Stato dans l'accompagnement qui a été le leur à l'égard d'Alain Bottaro et saluer l'investissement d'Alain Bottaro lui-même. Le lien indissolublement archivistique connaît un moment clé entre droit des archives et raison d'État entre 1947 et 1955. Il ne s'agit plus de se déplacer à Turin pour prendre connaissance de sources qui existent, il s'agit de faire revivre cette revendication de 1860 sur les archives conservées à Turin et regardant les territoires des départements des Savoie, de Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. Pour ce qui relève des Alpes-Maritimes, un petit rappel sur l'effervescence dans les Alpes-Maritimes au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945. En 1945, un comité
de défense et de promotion de la France prend en quelque sorte ses quartiers à Tende et à la Brigue. Nous sommes 2 ans avant le traité de paix du 10 février 1947, pour exiger le rattachement de ces 2 territoires. Ce qui est intéressant ici, en réalité, c'est moins tant l'affiche de propagande, elle existe, et vous avez là un document qui est d'autant plus intéressant que par rapport à ce que l'on entend aujourd'hui en France en particulier, que sont les archives essentielles, on pourrait qualifier celles-ci de moyennement essentielles, puisqu'en réalité, il s'agit du bon à tirer. On le voit dans la partie manuscrite en haut à gauche. Donc c'est un document intermédiaire, ce n'est pas la fiche définitive qui a vraiment été imprimée et diffusée, c'est le bon à tirer. Donc ce qui est intéressant en réalité dans cette affiche, c'est qu'on va utiliser un principe qui n'est plus, ou un argument qui n'est plus exactement celui du traité du 24 mars 1860, pour revendiquer les archives, mais dire que Tende et la Brigue, y compris pour leurs documents, c'est le comté de Nice. Vive le comté de Nice. Soit, mais si vous indiquez à des habitants de Tende qu'ils appartiennent au comté de Nice ou qu'ils ont appartenu au comté de Nice, ils risquent d'être fort surpris. Donc, on va commencer à utiliser des arguments d'ordre, en réalité, culturel et historique pour revendiquer les territoires et aussi pour revendiquer des archives. Et c'est un principe qui est un peu nouveau par rapport à ce qui avait été engagé comme argument depuis 1860. En 1946, le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, qui est un communiste, Virgile Barrel, écrit au ministre des Affaires étrangères pour revendiquer de nouveau les documents portant sur le comté de Nice et conservé à l'Archivio di Stato. Et la réponse du ministre des Affaires étrangères est assez sibylline. Il considère que, oui, évidemment, ces documents, je cite, ont place, évidemment, dans nos bibliothèques. Alors, oui, bon, on sent qu'il y a une réponse qui est d'ordre très administratif. Oui, c'est une évidence, il faudra revendiquer, et nous allons revendiquer ces documents. Mais dans le même temps, bon, gagnons un peu de temps, on ne sait pas trop comment les choses vont se présenter. Et donc, en 1946, les documents gagneraient à être conservés dans des bibliothèques. Il n'empêche que la population elle-même est en réalité assez indifférente à la question de la revendication des archives. Elle l'est à une exclusion près, qui sont plusieurs, mais essentiellement une, les sociétés savantes et les érudits locaux. Et eux sont extrêmement revendicatifs par rapport à la restitution des documents. C'est le cas pour l'Accademia Nissarda, à Nice, qui joue un rôle non négligeable en matière de propagande pour la réintégration en quelque sorte de Tende et la Brigue territorialement, mais pour revendiquer aussi les documents. Et ils sont un aiguillon considérable pour les archivistes locaux. On en a également des traces pour la Haute-Savoie avec l'Académie Fleury-Montane, et je n'en doute pas, je parle sous contrôle de Jean Luquet, pour l'Académie de Savoie, mais je parle encore une fois sous ton contrôle, avec vraiment, pour les érudits locaux, une volonté de voir appliquer, presque sur une question de principe, la réintégration des archives ou leur rétrocession à la France dans les différents départements. Et la question de cette rétrocession, en réalité, va devenir récurrente à partir de 1945 dans les rapports annuels d'activité du directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes et jusqu'en 1957. En réalité, les transferts ont eu lieu, sont quasiment terminés pour ce qui relève des documents de l'article 10 du 23 août 1860, ils sont terminés antérieurement, mais il reste le cas, un peu plus long, des archives portant sur le territoire de Tende et la Brigue, ce qui diffère un petit peu le délai pour remise des documents. Les arguments avancés par Ernest Hildesheimer, qui est le directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes, et dans la revendication des documents, est en réalité, un peu comme l'affiche que vous avez vue il y a un instant, est d'ordre quasiment historique et culturel, et contradictoire. En 1945, Ernest Hildesheimer indique que ces documents, les documents qui sont revendiqués
permettront des études sur notre région et par extension la connaissance de l'histoire nationale. Il y a quelque chose de très noble, a priori, et d'intérêt général. Et sans doute, sous la pression des sociétés savantes locales, l'année suivante, dans son rapport annuel d'activité, on change radicalement. L'histoire nationale française n'a plus sa place. Je cite Ernest Hildesheimer. Ces archives ont un caractère strictement local et non d'intérêt que pour l'histoire de notre région. Il s'agit de défendre l'intérêt des chercheurs niçois, et exclusivement niçois, pour des documents regardant leur territoire. Donc les arguments peuvent être modifiés, transformés pour justifier une démarche qui, elle, pose problème et pose en tout cas des difficultés. En tout cas, l'article 7, on le sait, du traité du 10 février 1947, prévoit que le gouvernement italien s'engage à remettre au gouvernement français toutes les archives historiques et administratives antérieures à 1860, qui se rapportent au territoire cédé à la France par le traité du 24 mars 1860 et la convention du 23 août 1860. Ernest Hildesheimer, le directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes, indique dans son rapport de l'année 1950 qu'il s'est rendu à Turin avec ses collègues de Savoie et de Haute-Savoie et que les échanges, je cite, les discussions se sont déroulées dans un esprit de compréhension et d'amitié. On commence par parler de compréhension et ensuite d'amitié entre archivistes. 1950. 50. Je ne reviendrai pas sur les catégories de documents qui sont transférés, simplement dire que, pour faire feu de tout bois, le transfert des documents sert également la cause des archivistes localement. Je ne sais pas si c'est le cas dans le département de la Savoie, mais les archives départementales des Alpes-Maritimes sont en 1950 totalement saturées. Il n'est donc même pas question d'envisager d'accueillir les archives que rétrocéderaient l'Archivio di Stato et l'Italie. Et ceci sert d'argument à Ernest Hildesheimer pour obtenir plus de rayonnage dans ces locaux, ce qu'il n'arrivait pas à obtenir depuis de nombreuses années, et obtenir 750 mètres linéaires, alors que les archives qui seront rétrocédées occupent 24 mètres linéaires. Il y a un gain certain et un argument fort qui est avancé par Ernest Hildesheimer pour obtenir gain de cause. Pour terminer sur le traité du 10 février 1947, je voudrais simplement renvoyer à l'article 14 et pas seulement à l'article 7. L'article 14 va avoir une incidence sur la rétrocession d'archives, cette fois-ci portant sur Tende et la Brigue. Et c'est un cas de figure intéressant parce que si l'article 7 dispose bien qu'il s'agit des documents antérieurs à 1860, et on a évoqué le cas des archives de cours, des archives camérales et des archives du contrôle général des finances. La question de Tende et la Brigue est un petit peu différente. Il y a transfert de territoire. Et il faut bien sûr assurer la continuité de l'action publique pour des documents extrêmement contemporains. Il faut donc faire vite. Et la première mesure qui est prise, sous l'égide du préfet des Dominicis, qui est l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur chargé de présider la commission portant sur la modification de la frontière, le premier transfert qui a lieu porte sur les documents d'état civil, pour assurer simplement la continuité de l'action publique sur le territoire. Mais jusqu'en 1957, il y aura des transferts de documents. Un des transferts importants, le plus volumineux, porte sur l'insinuation. Là, on renvoie à la période historique, 1610-1792, pour le territoire de Tende et la Brigue. Mais un peu plus loin, et allant jusqu'à l'année 1947, il y a les documents portant sur le foncier, le cadastre, sur les routes, sur les équipements économiques, et en particulier les usines électriques de la vallée de la Roya transférées à la France. Il y a donc des enjeux et des arbitrages qui ont lieu concernant des documents extrêmement contemporains et tout à fait en lien avec le traité du 10 février 1947. Mais les documents se trouvent en Turin ou déjà à Tende et à la Brigue? Non, il n'y avait que les documents de l'insinuation
qui étaient conservés à Turin. Les autres documents se trouvaient en réalité dans les administrations, dans les administrations italiennes et ont été transférés à ce moment-là aux administrations françaises. Donc laissez là. Oui. Et bien sûr, je vais le montrer dans un instant, des documents aussi qui sont conservés dans ce que l'on appelle aujourd'hui les collectivités. Là, vous avez une des délibérations extraites du registre de délibération de la commune de La Brigue pour le 8 mars 1860. C'est le fonds de la commune de La Brigue qui aujourd'hui est déposé aux archives départementales des Alpes-Maritimes. Mais il y a bien un mouvement de documents qui se fait entre administration et sous le contrôle, en l'occurrence, à la fois du préfet des Dominicis et d'autre part d'Ernest Hildesheimer que j'ai cité. Dernier cas de figure qui est un avatar, c'est que l'occupation italienne à Menton a amené un accident qui a été le transfert à Rome de 2 minutiers d'un notaire de Menton dans la période 1942-1943. Et c'est le préfet des Dominicis qui signale à Hildesheimer que 2 minutiers de Menton sont conservés à Rome et vont être restitués. Ce qui se fait par le truchement des 2 ministères des Affaires étrangères, italien et français. La remise des documents se fait en 1957 et Hildesheimer remet à l'étude en exercice à Menton les documents de ses prédécesseurs qui avaient été emmenés un peu par accident par les troupes italiennes. Les documents donc, sont ceux de la collectivité Tende et La Brigue, mais pour répondre à la question qui a été posée, les archives aussi de l'Archivio Notarile di Cuneo pour les notaires, cette fois-ci, avec transfert à la France et conservation aux archives départementales des Alpes-Maritimes. Qu'en est-il aujourd'hui? Et je vois de manière très élégante le président qui me signale que j'ai dépassé très largement mon temps de parole. Y a-t-il un lien archivistique soluble aujourd'hui entre Nice et Turin, 1955-2017? D'une part, les travaux de classement des archives rétrocédées de l'Archivio di Stato qui ont été remis en 1953 pour le dernier mouvement ont fait l'objet d'un classement et d'une description aux archives départementales qui mériterait, et je rejoins la remarque qui a été faite par Jean Luquet, qui mériterait d'être consolidée, tout au moins pour ce qui regarde les Alpes-Maritimes, y compris dans leur provenance. D'autre part, on a été engagé à partir des années 1992, et en particulier avec un travail considérable d'une archiviste qui malheureusement va nous quitter prochainement aux archives départementales des Alpes-Maritimes et qui est Simonetta Tombaccini-Villefranche, un travail de reclassement et de description approfondie des fonds des périodes savoyardes et piémontaises menées entre 1992 et 2017. Au total, ce qui a été remis par l'Archivio di Stato occupe aux archives départementales des Alpes-Maritimes 24 mètres linéaires. Il y aurait lieu de les reprendre et de créer un projet qui ait beaucoup de sens à la fois scientifique et archivistique entre l'Archivio di Stato, les archives départementales de Haute-Savoie, de Savoie, des Alpes-Maritimes et qu'on pourrait tout à fait étendre aux archives départementales, comme ça a été rappelé, de la Côte d'Or. 112 microfilms ont été remis par ailleurs, et je ne tiens pas compte, je l'ai évoqué très rapidement, des documents portant sur Tende et La Brigue, collectivités et notaires qui ont été remis aussi. Maintenant, le voyage de Turin est un plaisir, je l'espère, partagé pour les archivistes, mais il est peut-être en voie de diminution, en tout cas on le constate maintenant. Alors, que reste-t-il et quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous? D'une part, je conclurai sur un point plutôt pessimiste, des contraintes financières pour aujourd'hui les collectivités. Si j'ai la chance de me trouver parmi vous, la question m'a été posée par ma collectivité de la pertinence de se rendre à un colloque à Turin. Des projets limités aussi, limités parce que les économies qui sont demandées dans les collectivités, et en particulier dans les Alpes-Maritimes, font qu'il y a de moins en moins d'archivistes formés avec une qualité scientifique suffisante pour pouvoir traiter les fonds. Et dans le cas que je citais, Simonetta Tombaccini-Villefranche va faire valoir ses droits à la retraite l'an prochain. Elle n'a pas à ce jour de successeur. Les priorités en termes de classement pour le comté de Nice avant la Révolution, en réalité, ce sont essentiellement des archives d'administration territoriale.
l'intendance générale de Nice, qui est insuffisamment classée et décrite aujourd'hui, la viguerie du comté de Vintimille et de la vallée de l'Antosque pour le XVIe siècle, une partie est conservée aux archives monumentales des Alpes-Maritimes, l'insinuation que j'indiquais pour le comté de Nice depuis 1610 jusqu'à 1792, où il y a là des gisements importants et des priorités qui doivent être défendus. Quant à, Jean-Luc a parlé de SA Savoie, qui est une entrée particulière pour le cadre de classement des archives départementales, valable pour les départements de Savoie et de Haute-Savoie, eh bien, la rétrocession des archives a conduit à créer la série Nimazzo pour les Alpes-Maritimes, et c'est celle qui gagnerait, peut-être effectivement de manière plus privilégiée pour les archives de cours, à être approfondie, consolidée, travaillée par les archivistes à partir de demain. Et pour cela, eh bien, je serai avec mes collègues, et dans la mesure de nos possibilités, disponible d'abord sur le volet archivistique, ensuite, si on le peut, je suis plus prudent, sur des opérations de restauration qui mèneraient à des opérations de numérisation pour, je l'espère, le plus grand bénéfice des chercheurs. Je vous remercie. Merci aux collègues et amis kinossiens, qui a pourtant pu convaincre les autorités niçoises à le laisser venir à Turin malgré tout. Et ça a marché. E dunque abbiamo ancora del lavoro da fare insieme. A questo punto facciamo una breve pausa caffè e ci avviciniamo nella sala qua accanto.